Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider à vibrer le flow. Je vous partage aujourd'hui un épisode tout particulier puisque je reçois une ancienne camarade de promo, 14 ans après, au micro du podcast. Particulièrement attirée par le graphisme, les couleurs primaires, les aplats et les formes simples, mon invité du jour commence son parcours à 18 ans par la mode à la Cambre à Bruxelles, avant de poursuivre par des études de publicité, là où on se rencontre et où l'on passe 3 ans ensemble à apprendre à répondre à un brief client. Après un début de parcours professionnel alimentaire qui correspondait à ses aspirations de l'époque, c'est-à-dire construire un cocon familial, mon invité choisit, il y a 3 ans, de repasser par une formation en motion design avant de lancer finalement son studio de graphisme. Alors ensemble, on va aborder son parcours évidemment depuis nos études, mais également son rapport à l'art qui, nous dit-elle, n'a pas beaucoup évolué. Quoique nous verrons que certains indices nous suggèrent le contraire. Elle nous parle de ses inspirations et particulièrement de son goût prononcé pour les moodboards qui sont à la base de tous ses projets. On parlera évidemment du rôle du moodboard et de l'importance de définir une tonalité pour donner un sens à nos créations et raconter une histoire solide, une histoire authentique qui fonctionne. Un épisode qui assoit un tournant dans les thématiques du podcast, un tournant initié avec l'épisode 46 avec Catherine Cianci. Et depuis cet épisode avec Catherine Cianci, un retour en force de l'art dans ma vie. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans un prochain épisode solo. En attendant, je vous laisse avec ma conversation avec Céline Bovroux. Bonne écoute! Bonjour Céline. Bonjour Elisabeth. On est à Liège. Tout à fait. Je suis ravie de te revoir 14 ans après parce qu'on va raconter aux auditeurs. On était dans la même promo en école de publicité, art visuel. C'était ici à Liège et on se rencontre 14 ans après pour enregistrer cet épisode. Merci d'avoir accepté. Je suis contente de pouvoir reparler de cette période qu'on a vécue ensemble, mais aussi de voir comment on a évolué, peut-être aussi différemment. Tout à fait. Comment on a pu, on va voir ensemble le long de cet épisode, garder des choses, en apporter d'autres. On est resté pourtant quand même en contact. Merci les réseaux sociaux. Voilà. Tu as participé à quelques cours de yin yoga aussi, donc voilà, peut-être d'autres manières de se retrouver. Tout à fait. Sur la route. Aujourd'hui, tu as créé ta propre agence, ton studio, La Folie, on va en parler. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours depuis Saint-Luc ? Est-ce que tu as suivi une voie distincte ou au contraire, elle se trace sur la route, peut-être encore, où tu en es aujourd'hui ? Alors le chemin, il est toujours, on est toujours en route en fait. Donc voilà. Donc je suis sortie de l'école en même temps que toi. Je n'ai pas eu d'emploi directement de graphiste ou d'illustratrice ou en agence de pub, en marketing. Alors là, mais pas du tout. J'ai fait un parcours plutôt alimentaire, ça se dit, qui répondait aussi à mes envies de l'époque, c'est-à-dire de construire très vite un cocon familial, d'avoir ma propre maison avec un beau jardin et de répondre à certaines normes qui, je pensais, me feraient du bien. Tu en étais consciente à ce moment-là que c'était ça que tu voulais ? C'était ce que je voulais, oui. Plus que tout. Et que c'était la voie à prendre, d'abord passer par un boulot alimentaire, parce que le graphisme, non, pas du tout, non, c'était sans conscience. J'étais un peu en mode automatique et en mode éducatif aussi. Donc, j'étais sur les bases de ce qu'on m'avait intégré et j'agissais comme ça, en fait, avec toute ma jeunesse, ma naïveté et
peu de conscience, pas de conscience peut-être. Donc voilà, mais je regrette rien parce qu'en fait, comme je te dis, le chemin, on est toujours dessus et il est beau et c'est très bien comme ça, en fait. Il faut un peu l'accepter. Donc voilà. Donc j'ai fait du visual merchandising, je suis passée par des jobs administratifs, je suis passée aussi par un job administratif aux Pays-Bas que j'ai accepté en me disant que ça m'apprendrait une autre langue, ce qui a été le cas. Donc voilà, la soif d'apprendre et de continuer à apprendre, elle a toujours été là par contre. Et dans mes boulots précédents, je me suis aussi beaucoup amusée. Donc voilà. Et je me suis aussi beaucoup donnée. Donc voilà, tout ça pour venir finalement à beaucoup plus de conscience, toujours, encore. Et à un moment me dire, c'est le moment, quoi. Et là, la petite flamme qui se rallume. Alors la petite flamme qui se rallume, pas tout de suite. Donc ça a été un peu... tu sais, quand on pratique pas pendant autant d'années, on se sent plus du tout légitime. Donc je suis passée par un parcours de formation pour justement me sentir beaucoup plus légitime. Et puis aussi, il y avait un aspect technique, tout simplement, de me remettre vraiment tout à fait au niveau des logiciels qu'on utilise dans le graphisme et dans le dessin digital. Et j'avais besoin de ça, en fait, je crois, pour être un peu plus sûre de moi et assumer tout ça. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore tout à fait que j'allais créer mon studio. Voilà, tu pensais simplement remettre les pieds dans le domaine. Tout à fait. Et puis voilà, ça c'est toujours une histoire de conscience, mais tout s'est éclairci et c'est devenu une réalité et c'est devenu limpide en fait. Et ça date d'il y a combien d'années finalement? Là, on parle d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai commencé une formation donc, en motion design exactement, parce que moi, je travaille beaucoup avec la couleur et les aplats de couleurs. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et beaucoup avec la géométrie aussi. Et j'étais un peu frustrée de ne pas savoir faire bouger tout ça. Et j'avais besoin de comprendre comment faire bouger tout ça et pouvoir animer tout ça pour pouvoir aller plus loin dans ce que j'adore faire, en fait. Donc, ça veut dire plus de 10 ans, finalement, à cheminer en oubliant ton background, ton école d'art, tout ce que tu avais fait auparavant? Non, pas vraiment, parce que j'ai toujours, j'ai un côté un peu geek aussi. J'adore tout ce qui est tech, etc. Et donc, j'ai toujours continué pour moi, en fait, et à me former aussi. Puis, avec Internet, maintenant, c'est super cool parce qu'on peut faire ça de chez soi. Voilà. Et donc, j'ai toujours continué à suivre... un peu mes mentors et tout, et des gens qui m'inspiraient énormément, et à me constituer des moodboards pour tout et pour rien. Donc, le background, en fait, je l'avais, quoi. Oui. Tu vois, il est toujours resté là dans tout ce que je faisais, en fait. D'ailleurs, avant d'aller sur la partie de ton entreprise aujourd'hui, ton agence, ton rapport à l'art, est-ce que tu penses qu'il a évolué? Et comment tu en es arrivé à un moment donné à faire des écoles de publicité, art graphique, et puis un petit peu cheminer de ton côté? Comment est-ce que ce rapport-là a évolué? Mon rapport à l'art, en fait, bizarrement, je dirais qu'il a pas trop évolué. Enfin, pas trop évolué. Si, il évolue, mais je suis pas forcément les tendances, etc. Et je me rends compte que... Donc, moi, j'ai commencé à 18 ans par la mode, en fait, donc à la Cambre, à Bruxelles, pendant 2 ans, où là, j'ai cru, en fait, que le milieu de la mode, c'était ça que je voulais et que j'allais m'épanouir là-dedans. J'étais très, très jeune. Alors, je me suis épanouie et j'ai trouvé vraiment ce qui me faisait vibrer à fond. Mais en fait, c'était pas la mode, c'était plutôt le graphisme et c'était plutôt, justement, déjà les couleurs, les aplats, peut-être même le design textile, enfin tout ce qui était proche de ça, quoi. C'était pas la mode qu'on achète aujourd'hui dans les magasins, prêt-à-porter, etc. Toi, tu avais déjà ce regard visuel. Je voyais pas le volume, je voyais pas les coupes, je m'intéressais qu'à l'aspect graphique des choses, en fait, dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je présentais. Et très vite, d'ailleurs, et je les remercie, mes professeurs là-bas de la Cambre m'ont guidée, en fait, oui. Et m'ont dit,
tu devrais peut-être aller faire un stage chez tel et tel styliste qui, lui, a une vision vraiment très, très graphique, très colorée, qui s'intéresse à vraiment des choses qui te plairont. Mais en fait, ça m'a conduit finalement vraiment à l'univers plus graphique, etc. Et puis à l'époque, cette option de publicité me plaisait parce que j'étais beaucoup plus dans le challenge, dans le marketing, etc. Et je trouvais que ça avait une bonne combinaison des deux. Oui. Mais je reviens au rapport à l'art. Il est toujours le même dans ce sens où mon attrait pour la couleur et principalement pour les couleurs primaires était déjà très, très, très développé à l'époque et c'est toujours le cas. Et pour les formes très simples aussi, et c'est toujours le cas. Et la simplification, en fait. Oui. J'avais envie d'aborder justement un point avec toi. Tu viens de parler de cette particularité, finalement, que tu avais déjà commencé à mettre le doigt dessus dans les études de mode. Et il y a un risque quand on commence des études, c'est qu'on nous cadre un petit peu dans des modèles, structures, pour la future agence qu'on va rejoindre, pour la future mode, tendance, etc., etc. Et j'ai toujours trouvé chez toi une force à garder cette identité, comme si elle avait toujours été là en effet, alors que moi, personnellement, quand je suis arrivée en école d'art, je me suis trouvée comme un bébé, je ne savais pas trop ce que je venais encore faire, je me cherchais encore. Et quand on le voit, tu le dis aujourd'hui, il y a ton style qui est assez fort, on en parlera, mais comme s'il avait déjà été là, comme s'il y avait déjà quelque chose où tu savais... Tu ne vas pas chercher la tendance, tu vas chercher ce qui vient de toi, ce que tu as envie de faire. Et tu n'es pas là pour plaire, finalement, ni aux professeurs, ni... Et on va en parler après, parce que je pense que quand on a des clients, c'est peut-être parfois ce qui est un peu le plus difficile, c'est de garder son style tout en satisfaisant le client. Et quand on est dans une école, comment est-ce qu'on fait pour garder ce style dès la base, dès qu'on a une étincelle qui s'allume, et ne pas se perdre? Parce que moi, je sais que je me suis beaucoup perdue dans les tendances, avant, plus tard, de finalement dire c'est quoi que je veux moi. C'est comme si toi, ça avait toujours été là. Oui, ben justement, c'est tellement difficile de te répondre parce qu'en fait, en effet, aussi loin, mais aussi loin que je me souvienne, même quand j'étais vraiment très très jeune et que je dessinais, ma façon de dessiner n'a pas vraiment évolué en fait. J'ai l'impression que je viens telle que je suis et que mon dessin n'a pas beaucoup évolué. Alors, à l'école, évidemment, j'ai appris des techniques, j'ai appris à dessiner avec un fusain, avec un crayon gras, avec un crayon sec, etc. Mais je reviens toujours avec mon feutre noir qui est ici, tu vois, qui est le même depuis que j'ai 5-6 ans et qui est vraiment la mine que j'adore et qui me permet de dessiner très, très facilement. Ça glisse, quoi. Oui. Donc, je sais pas vraiment te répondre à cette question. C'est une chance quasiment, c'est là. T'as pas cherché, en fait. T'as pas cherché ton style, il s'est imposé à toi. Ah bah, il s'est imposé à moi, mais si je suis totalement honnête, il s'est imposé aussi parce que je suis pas une grande dessinatrice. Mm-hmm. Donc, en fait, il y a des gens qui dessinent 1000 fois mieux que moi. Mais moi, je crois que c'est un peu une espèce de pirouette que j'ai fait, de dessiner très simplement comme ça, pour pallier au fait que je savais pas super bien dessiner, en fait, et que je voulais dessiner. Je sais pas si tu comprends. Bien sûr. Donc voilà, et du coup, j'ai gardé cette patte, entre guillemets, parce que c'est pas ce que je fais le plus non plus de dessiner, mais voilà, en tout cas, oui, j'étais tout à fait moi-même, et je le suis toujours, et je propose des choses, évidemment... c'est pas forcément qui me correspondent, mais oui, c'est un style propre, quoi, on va dire ça comme ça. Une identité personnelle, en tout cas. Tu aurais pu aussi choisir l'option d'à côté, qui est celui qui est perfectionniste, qui veut réussir, qui veut toujours apprendre, faire mieux. Tu dis que toi, tu as fait cette pirouette et tu aurais pu dire, je vais faire des cours encore plus pour suivre la tendance, pour faire autant que l'autre. Mais j'aime pas. Je crois que je pourrais techniquement apprendre à dessiner un très bel œil, avec une très belle ombre, une très belle pupille qui pétille, etc. Mais le résultat final, c'est que ça ne me conviendrait pas, en fait. Donc, non seulement ça ne te correspond pas, mais énergétiquement, même quand toi tu dessines, tu ne prends pas de plaisir. Aucun. C'est ça qu'il faut retenir, voilà. Peut-être. Peut-être, en effet. Merci de me mettre sur la voie.
Oui, parce qu'on pourrait... Enfin, moi, je suis du genre, parfois, à me comparer. Et je pense que dans les auditeurs, il y en a beaucoup qui se disent « Non, moi, j'ai pas de talent ». Mais le talent, il vient d'où ? Est-ce qu'il vient de la comparaison par rapport à l'autre, ce qu'il fait, ou par rapport à ce qu'on invente ? Finalement, tu as inventé ton style. J'ai un style très naïf et moi, ça me plaît. Après, ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Mais je peux, évidemment, apprécier un travail artistique très, très élaboré, etc. Et ça m'époustoufle, évidemment. Hein. Mais tu n'essayeras pas de faire pareil. Non, jamais, vraiment, non. C'est la différence, finalement, entre l'inspiration et la copie, en fait. Oui, peut-être. Après, évidemment, naturellement, je m'inspire et sans cette inspiration. Enfin voilà, c'est essentiel aussi de s'inspirer. Mais parlons de l'inspiration. Vas-y, j'ai plein de choses à dire là-dessus parce que j'adore m'inspirer. Je suis une fanatique de mood board. Je ne commence absolument rien sans avoir au préalable défini par quelques images. Une ambiance ? Une ambiance, un mood, enfin voilà, une tonalité. En fait, quelque chose, quoi. Il faut que ça ait du sens, il faut que je me mette dans une histoire, il faut que je me raconte quelque chose. Et ça commence toujours par là, en fait. Donc, après, dans un mood board, bien entendu, ça, c'est vraiment une petite subtilité, mais bien entendu, on ne va pas chercher à copier. C'est vraiment des inspirations, ça peut être des images de villes, Franchement, dans mes moodboards, je serais peut-être même gênée d'en montrer certains, tellement ça va loin, quoi. C'est juste me raconter une histoire, en fait. Et dans laquelle, finalement, toi, tu peux rentrer comme dans un bouquin, comme dans un livre. Tout à fait. Et là, tu viens créer à partir de ça. Voilà. J'ai besoin que tout soit construit. C'est super important. Les fondations. Qu'il y ait du sens. Ouais. Et ça, je prends beaucoup de temps à expliquer ça à mes clients aussi. Oui, c'est très intéressant. Parce qu'il y a toujours cette notion de à quel moment est-ce que tu crées. Mais en fait, tu commences déjà à créer à partir du moment où tu es sur le mood board. C'est déjà une prémisse à la création. Ah oui, le mood board, il est essentiel. Et à titre personnel ou même pour tout le monde, en fait, je conseillerais carrément à tout le monde de se faire des mood boards, mais pour tout et pour rien, en fait. Et surtout d'y revenir quand on se sent un peu perdu. Enfin, à tout le monde. En tout cas, aux personnes qui, comme moi, sont très visuelles. Parce que le mood board, c'est un peu tout ce que j'ai décidé de mettre comme essence, comme valeur, comme tonalité, etc. à la base d'un projet, vraiment aux fondations. Et parfois, on se perd un peu, quelques temps plus tard, quelques temps après une création. Et revenir à ce mood board, c'est se reposer et se dire « Ok ». À la base, c'était ça. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'un projet ne peut pas évoluer et prendre un chemin différent, etc. Mais en tout cas, quand on apprécie le chemin que prend le projet, revenir à ce mood board, c'est se dire aussi ok, mais voilà, ça c'était ce qui était convenu à la base et c'était là-dessus qu'on partait au niveau des valeurs, etc. Parce que là, on ne se perd pas un peu, quoi. C'est quelque chose qui devient de la mode ? Parce que je ne pense pas qu'on avait vu ça en art graphique, publicité. Alors, probablement. Et c'est super drôle que tu parles de ça parce que en motion design, quand j'ai fait ma formation, on a été amené à réaliser un clip pour un groupe belge qui s'appelle The Brums. La note d'attention du groupe était... c'est une anecdote, mais était très compliqué pour moi parce que c'était plutôt dans la violence et sur le monde du hooliganisme dans les années 80, enfin quelque chose d'assez dur, un univers assez dark, etc. Et moi, d'habitude, je suis plutôt dans des atmosphères très good mood, très colorées. C'était vraiment compliqué. Challenge. Ouais. De réussir en équipe à travailler là-dessus, sur cette note d'attention qui était très, très forte, quoi. Et donc, la seule chose que j'ai pu faire pour m'aider, c'était vraiment le mur de cette classe de formation est devenu mon mood board géant, en fait. C'était ma seule façon à moi de m'immerger, enfin de me mettre vraiment en immersion dans ce monde-là. Le projet a duré 3-4 semaines. Et puis finalement... on était plusieurs groupes à travailler sur ce projet et ils devaient choisir le clip final. Et les autres groupes ont fini par faire pareil parce que je pense que
Je pense que c'est nécessaire, en fait, de se... Alors après, il y a des gens qui sont moins visuels, donc eux, ils se mettent dans une autre atmosphère et ils n'ont peut-être pas besoin de ça, mais je crois que ça peut quand même être utile. Oui, et puis tu as parlé aussi de valeurs. Au-delà de juste des couleurs ou des lignes, il y a autre chose derrière. Il y a... Ah, mais bien sûr, on se raconte une histoire. Et c'est se rappeler... En fait, un mood board, ça sert à se rappeler de cette histoire, quoi. Se dire, OK, c'était quoi l'histoire? On en est où? Et finalement, tous ceux qui écrivent un roman disent qu'ils commencent par écrire les personnages, les environnements, en fait, à faire ce mood board parce que c'est facile de se perdre, comme tu l'as dit. Oui, voilà. C'est un peu le même, le même schéma, finalement. Oui, en effet. Merci d'avoir ajouté cette note parce que je pense que moi, ça m'a manqué. Ça m'a manqué parce que justement, tu parlais là d'avoir un brief qui ne te correspond absolument pas. Comment tu fais pour répondre à cette demande? Peut-être de faire un mood board qui correspond à ton client, au personnage qu'il a envie de mettre, à ce que tu veux mettre aussi, comment toi tu y mets. Toutes les bases, elles sont posées. Et tout à l'heure, je te posais cette question, comment on fait pour garder son style quand on a un client qui ne répond pas au départ, a priori, à nos bases. Alors déjà, on peut décider de ne pas travailler avec lui, c'est une première chose. Mais quand on travaille en groupe, quand on travaille pour une agence, quand on travaille pour des clients qui ne sont pas directement choisis par nous, comment on fait? Encore une fois, je reviens à cette histoire, mais moi, j'ai l'impression que du moment que je me raconte une histoire, que je donne du sens à ce que je fais, ça fonctionne. Et tu arrives à y mettre ta patte? J'essaye en tout cas. Après, comme tu l'as dit, dans mes projets pour le studio, je dois avoir absolument une connexion vraiment très forte avec la personne que j'ai en face de moi et qui veut travailler avec moi. C'est essentiel, c'est nécessaire. Et j'ai déjà, en effet, conseillé des clients... vers d'autres personnes. Oui. Et c'est un cadeau, quelque part, c'est un cadeau que je me fais, bien entendu, mais c'est un cadeau que je leur fais aussi parce que je sens en tout cas que ça va pas le faire. Et tu vas te perdre alors, mais vraiment toi, non plus ton personnage, non plus ton histoire, mais toi, tu as des valeurs aussi dans ton entreprise. Peut-être que tu as, avec la studio La Folie, créé ce mood board. Est-ce que tu as fait ça en bien disant... sûr. Et plus tard, si on parle de la couleur, je te raconterai justement une anecdote. On peut en parler maintenant. Voilà, écoute, donc en fait... le cercle chromatique, donc pour simplifier, donc j'utilise beaucoup de couleurs, principalement les couleurs primaires, fortes, assez saturées. Voilà, c'est des couleurs que j'adore. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes client du studio La Folie, je vais forcément utiliser cette palette-là pour vous, parce que ça, c'est vraiment pour mes travaux perso, mes illustrations, ce que je propose, voilà. Et j'ai remarqué qu'au tout début du studio La Folie, j'avais travaillé vraiment avec les 3 couleurs primaires du cercle chromatique, donc qui sont le rouge, le jaune, le bleu. Dans les illustrations? Dans les illustrations, mais ça va loin. Dans les shootings photos qui ont été réalisés pour alimenter mon site internet, même dans mes publications sur les réseaux sociaux, j'utilisais vraiment beaucoup ces 3 couleurs-là. Et en fait, ici, je me suis rendu compte que il n'y a pas longtemps, j'ai fait une seconde séance photo, toujours dans le but d'alimenter mon site internet, d'alimenter mes réseaux sociaux, etc. Donc, la première palette qui avait été décidée pour la première séance photo, c'était donc le rouge, le jaune, le bleu. Donc, vraiment les couleurs primaires, celles qu'on achète, les petits pots de gouache là, qu'on achète, les 3 premiers. Et là, instinctivement, je dis à ma photographe pour la seconde séance photo, j'aimerais trop cette fois-ci qu'on parte sur de l'orange, du violet, du mauve, quelque chose de très puissant et un vert très saturé. Et là, en revisionnant le cercle chromatique, je me suis aperçue que ces 3 couleurs, donc vert, orange et violet, étaient en fait le mélange des couleurs primaires et donc sont les 3 couleurs secondaires. Alors je me suis dit, est-ce que je dois y voir un signe que le studio évolue, enfin que moi j'évolue? Et j'ai trouvé ça terriblement parlant en fait. Alors je me dis, est-ce que l'année prochaine on en sera à toutes les couleurs ou un carnaval de couleurs, je ne sais pas. Mais c'était vraiment quelque chose d'instinctif. Je n'ai jamais regardé le cercle chromatique. J'en ai plus entendu parler depuis l'école en fait, donc depuis plus de 14 ans. Et là, instinctivement, je suis allée vers ces 3 couleurs-là. Et voilà, moi, j'y vois en tout cas quelque chose... Comme si tu étais prête à l'étape d'après.
Aller plus profondément. On évolue. Le chemin, il est là, quoi. Il est peut-être aussi moins d'assurance aussi au début du lancement du studio, plus naïf, avec vraiment 3 couleurs très très simples qui rappellent très fort l'enfance. Et là, quelqu'un qui s'assume peut-être un peu plus avec des tons plus... Plus de caractère. Voilà. Parce qu'on porte plus de bleu que d'orange. Tout à fait. Donc, oui, voilà, c'est ça, en effet. Oui, plus assumé. Oui. Ton style, il est plutôt pop. Comment tu le définirais ? Ah oui. Il est naïf. Entre le pop, le naïf, j'ai quand même un attrait pour le minimalisme aussi. Mm-hmm. J'aimerais trop être cette personne qui garde une palette un peu comme Olympia Zagnoli, qui est une super illustratrice qui travaille les aplats, des couleurs, etc., avec des formes très très simples, ou comme Camille Walala, que j'adore aussi. Mais j'y arrive pas. J'aime trop la couleur, donc je finis toujours bien par utiliser d'autres couleurs. Et je n'ai pas... Alors mon feed d'Instagram n'est pas lisse du tout, puisque je travaille aussi pour d'autres clients et que j'aime présenter aussi les travaux que je fais pour d'autres clients. Mais donc voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est très bien. C'est moi. D'ailleurs, tu le disais, tu n'imposes pas tes couleurs à tes clients. Tu as eu un client dernièrement, un traiteur, j'ai vu, tu n'étais pas du tout dans tes couleurs. Pas du tout. Et pourtant, ça fonctionne. Pas du tout. Mais en fait, je suis pas dans mes couleurs parce que je suis dans les siennes. Je suis dans son projet, je suis pas dans le mien. Avec donc Nathalie, qui a lancé son entreprise Ima. C'est une dingue. C'est une dingue de cuisine. C'est un génie de la cuisine. Et Nathalie est aussi pointilleuse que moi sur les couleurs. C'est-à-dire qu'on est parti sur une palette linge, sumac, cardamome, orange brûlée, mandarine, vermouth. On sent déjà l'histoire. Et c'est l'histoire. Mais alors, à Nathalie, il ne faut pas lui proposer un Bordeaux en lui disant ça, c'est un sumac. Elle va te dire non, un sumac, c'est un sumac. Ça, c'est pas du sumac, ce que tu me donnes là. Donc voilà, c'était une bonne leçon de couleur aussi pour moi, d'aller vraiment m'imprégner, justement encore via un mood board, via une histoire, via quelque chose qui a du sens, de tout ce projet, bien loin des normes marketing, évidemment, qui nous disent à l'école, si vous voulez quelque chose d'apaisant, il faut aller vers du bleu, si vous voulez quelque chose de... ça, non. Non, je travaille pas comme ça. Quand tu travailles, justement, tu t'écoutes au niveau des couleurs, des ressentis. Qu'est-ce que ça te provoque, toi ? Tu dis justement, je ne vais pas écouter la tendance de telle couleur apporte ça. Après, j'écoute pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une harmonie. Mm-hmm. Les couleurs, ce sont des vibrations. Il faut que ça vibre. Alors, elles peuvent s'entrechoquer, elles peuvent s'entrelacer, elles peuvent se détester aussi. Mais ça doit toujours être subtil sur qu'est-ce qu'on cherche à faire, en fait. Tout est juste. Mais encore une fois, quelle est l'intention de départ ? Quelle est l'intention ? Et pour avoir l'intention de départ, il faut encore une fois se construire une histoire très solide. Parce que si l'histoire n'est pas solide, elle n'est pas authentique. Si elle n'est pas authentique, elle ne fonctionnera pas. C'est mon point de vue. Donc voilà. Et c'est pour ça que certains clients ne pourraient pas probablement apprécier être clients chez moi. Oui. Et vice-versa. Donc, oui. Voilà. Je me suis tellement souvenue de clients que j'ai acceptés parce que je pensais que ce soit différent. On parle de graphisme, mais à différents endroits, parce que j'ai aussi un parcours échelonné, et notamment du traiteur. Et parfois, il m'est arrivé d'accepter des commandes juste parce que la commande était là. Et ça, c'est un manque, je pense. Et maintenant, je le connais, je sais. Et je pense que c'est pas étonnant que je viens aujourd'hui vers toi. Mais il y a aussi ça, les invités du podcast viennent toujours chapeauter un moment aussi de conscience chez moi. Et oui, il y avait comme un manque de fil rouge. Et donc, ce mood board, il est ce fil rouge qu'on vient tirer et que quand on est perdu, on y revient. Oui, mais je te rassure, les mots là que je viens de te dire, c'est un long chemin aussi. C'est pas, j'ai aussi fait des erreurs, et j'en fais toujours, et j'en ferai encore. Et voilà. Mais en tout cas, c'est ce truc de sentir le client. Et alors, moi, j'ai une expression, je dis toujours, il faut que j'aille le poil punk. C'est-à-dire que quand on vient m'expliquer son projet, il faut que ça vibre, quoi. Il faut que j'ai des frissons, il faut que je me dise « Ok, je suis là. Oui. Je suis là, c'est moi. » Et quand j'ai ça, je ne me suis jamais trompée jusqu'à présent.
Et ça s'apprend aussi en réussissant à dire non à un moment donné parce que non, en fait, ça, c'est pas le bon. Et en disant oui, mais un vrai oui. Alors, on s'engage vraiment avec son client. Voilà, c'est ça. Mais après, tout ça, C'est un chemin. C'est un chemin et c'est pas facile parce que dire oui, c'est dire oui à un contrat aussi. Enfin, il y a l'aspect financier. Je suis pas complètement... j'essaye dans la mesure du possible. Mais vraiment, en fait, c'est l'aspect financier, il faut vraiment le mettre plus loin. Mais quand, voilà... Les histoires de vie font que tu ne peux pas toujours penser comme ça non plus et que bien sûr cet aspect-là rentre en compte aussi pour la pérennité de ton entreprise, etc. Mais c'est très rare en fait finalement, je me rends compte. Peut-être est-ce que c'est la façon dont les choses sont communiquées ou quoi, mais c'est très rare que je doive refuser un projet ou quoi. Tu n'attires pas le client pour rien non plus. La personne qui vient te trouver, on va dire que ton site internet déjà et ton Instagram vont déjà filtrer une partie du travail, certainement. Probablement, mais je crois que c'est le cas pour tout entrepreneur en fait. Qui a une certaine identité. Oui, probablement. Oui. Ben, moi, c'est sûr qu'il y en a qui sont écartés dès le départ et à qui je ne plairai jamais. Et c'est très bien. C'est OK. C'est super, en fait. Parce que c'est plutôt quelque chose de niche. Je pense que le travail, il est plutôt en amont, nous, créateurs, d'assumer qu'on a un style, qu'on a une certaine identité, en tout cas, qu'on a des non négociables. Exactement. Et je crois que plus tu l'assumes, eh bien, en fait, plus tu auras... des collaborations intéressantes, en fait. On va développer ce point qui est très intéressant, justement. Tu parles de collaboration intéressante. On ne parle pas de niveau financier, forcément. On parle d'intérêt collectif, de co-création, d'amusement. Voilà. C'est vraiment super que tu parles de co-création parce que, étant donné ce rapport à l'histoire et ce rapport à donner du sens, je ne peux pas envisager un projet pour un client sans passer par cet aspect de co-création, en fait. Puisque, qu'est-ce qui se passe ? C'est son histoire. C'est le projet avec lequel ce client va venir. C'est son bébé. C'est ce qu'il a de plus cher, là, probablement, au moment où il vient me voir. Il doit y avoir un très gros rapport de confiance entre nous. Mais moi aussi, si je travaille ici, pour le moment, je travaille pour un service dans un milieu hospitalier. C'est très lourd, c'est dans un service pédiatrique avec des enfants atteints de la mucoviscidose, donc voilà. Mais moi, pour raconter cette histoire, je suis obligée de passer par eux et de savoir quelle est cette maladie, quelle est la thérapie, comment on fait. Racontez-moi, c'est quoi la journée d'un enfant atteint de cette maladie, mais sa journée exactement, à quelle heure il se lève, il a combien de médicaments, enfin, qu'on m'explique comme on expliquerait à un petit enfant, en fait. Et ça tombe bien parce que le projet, c'est justement pour expliquer à des petits-enfants. Donc finalement, il faut que j'aie un regard très naïf sur la chose, en fait. Mais c'est comme ça pour tous les projets. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une question. On disait souvent à l'école d'art, vous inquiétez pas, vous allez toujours proposer 10 projets, c'est celui que vous n'aimez pas que votre client va choisir. Moi, j'ai retenu cette phrase-là et c'est en effet souvent arrivé. Et puis, votre client qui va revenir à des détails, toujours. Attention, mettez des limites. Et je pense que ça, finalement, aujourd'hui, et puis de notre conversation, ça se révèle aussi, il me semble, comme si, quand tu manques de style, en tout cas, tu n'assumes pas tes non négociables, etc. Là, en effet, tes clients vont abuser, tes clients vont venir vers toi et vont choisir des styles qui ne te correspondent pas vraiment. En fait, je pense que si l'histoire n'est pas... C'est mon point de vue, évidemment. Si l'histoire n'est pas claire dès le départ, l'histoire que vous allez raconter entre le client et le communicant, le graphiste, l'illustrateur, le peintre, peu importe, le danseur classique, peu importe le talent, entre guillemets, peu importe l'énergie. Si l'histoire n'est pas claire dès le début, le chemin va être abominable, en fait. Parce que ça va être une série de modifications, de corrections. On va perdre complètement l'essence de ce qu'on voulait donner à la base. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que plus l'histoire sera claire et plus la co-création sera aboutie, justement, moins on aura cet aspect de modification, etc. Après, je reste ultra convaincue que les modifications sont parfois nécessaires. Mais je reste ultra convaincue aussi, et c'est dans ma façon de travailler, et c'est ce que j'explique souvent en début de processus quand on vient pour une identité visuelle ou pour un début de projet artistique, quel qu'il soit,
Si on a un moment, un aller-retour plus de 3 fois, avec vraiment un projet qui bloque, si c'est bloquant après 3 fois, c'est que l'histoire, elle n'est pas ficelée, c'est qu'on ne s'est pas bien compris. C'est mon point de vue, c'est comme C'est ça ton que je vois les expérience choses. aussi, sûrement, c'est ce que tu as expérimenté. Oui, c'est d'expérience aussi, mais c'est qu'un moment, après 3 fois, il faut qu'on se revoie et qu'on remette les bases et qu'on se dit... Alors, ça m'est encore jamais arrivé, mais justement avec Ima, avec Nathalie, on a eu quand même pas mal d'échanges pour finalement arriver à l'histoire qu'elle voulait raconter, quoi. Oui. À la limite, tu dois répéter l'histoire à ton client pour être sûr que tu l'as bien compris, parce que avant même de t'engager dans le projet, est-ce que j'ai bien compris, c'est ça que tu veux raconter? Tout à fait, et il faut que ce soit très juste, il faut que ce soit authentique, il faut qu'il soit à l'aise avec ça. Surtout, il faut qu'il soit à l'aise avec cette nouvelle image qui porte son projet, qui porte toutes ses valeurs. Je trouve que c'est une super notion, parce qu'on parle souvent d'esthétique quand on parle de graphisme. En tout cas, le premier abord, surtout en tant que regardeur, on voit le côté esthétique. Clairement, l'histoire, on ne la comprend pas toujours. Mais par contre, c'est l'histoire, et là, c'est ce qu'on raconte moins, c'est l'histoire qui porte et qui permet que l'esthétique soit beau, fluide, Exactement. harmonieux. Et ça, c'est valable pour le naming d'une marque, c'est valable pour l'identité visuelle. Si l'histoire est là dès le départ, je pense que tout sera plus simple pour communiquer, pour amener d'autres choses aussi, pour communiquer en fait de manière générale. Ima, par exemple, pour la petite histoire, Ima, ça veut dire maman en arabe et en hébreu, je pense aussi. Et c'est un des seuls mots communs à ces 2 langues. Et Nathalie fait de la délicieuse cuisine méditerranéenne, mais alors elle reprend tout le bassin méditerranéen. Et elle-même est un mix, enfin, elle est belge, algérienne et sicilienne, donc c'est le fuego, Nathalie. Et donc, c'est une histoire très forte, parce que toutes ses racines, elle les a de sa maman. Et donc, du coup, voilà, il fallait raconter tout ça. Et après, avec cette histoire-là, qui peut venir dire ouais, ton logo, il tient pas la route? Tu peux ne pas l'aimer. Tu peux Ne pas adhérer aux ne valeurs pas ou à adhérer, l'histoire. voilà, à l'histoire. Ouais. Mais par contre, l'histoire, elle est authentique. Oui. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que, moi en tout cas, j'aime bien travailler comme ça. Tu parlais de conscience tout à l'heure. À quel moment de mettre de la conscience sur peut-être ses ressentis? Tu as fait du yin yoga, on a dit, avec moi, notamment. Oui. C'est certainement un autre parcours aussi de ton côté, d'évolution personnelle, peut-être spirituelle, peut-être autre. À quel moment ça aussi, toi en tant que créateur, ça vient jouer dans ton art? Est-ce que tu l'as conscientisé? Je pense que là, je suis là où je dois être. Donc probablement dans une forme d'état de flow, qu'on en parle. Mais j'ai évidemment, comme tout le monde, des démons et ma passion est dévorante. Comme toute passion dévorante, ça a aussi des points négatifs. Et donc, tout cet aspect de respiration, voilà, de yin yoga, enfin, de méditation, etc. Oui, ça m'aide. Ça m'aide. C'est apaisant pour moi, oui. Parce que je suis une boule de nerfs, en fait. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. Et est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu prenais peut-être plus de temps pour toi, tu avais plus de plaisir à créer, ou en tout cas, il y avait un ressenti différent, peut-être une expression différente, ou c'est une étape que tu n'as pas encore forcément expérimentée? Moi, je prends un plaisir de fou à faire ce que je fais. J'ai presque l'impression que même quand je ne suis pas super bien, ça me fait du bien, en fait. C'est ta thérapie à toi. Voilà, exactement. C'est plutôt ces techniques-là, justement, de respiration, etc., vont m'aider à me canaliser peut-être pour tout le reste, en fait. Parce que, bizarrement, oui, c'est peut-être le moment où je suis le plus calme, c'est quand je travaille, en fait. Et ça ne m'étonnerait pas, parce que quand là, je te pose les questions et qu'on interagit en même temps, je pense à... Évidemment, quand tu crées, tu mets de l'harmonie intérieure, en fait. C'est comme le feng shui, en fait. Quand tu ranges ton lieu, ton environnement, en fait, tu ranges des parts intérieures. Et j'ai bien cette impression que quand on crée, parce que je crée encore aussi, donc j'ai encore aussi cette expérience. Et là, je parle de moi, mais évidemment, je te pose en même temps la question. Quand on crée, on met de l'ordre, on met de l'harmonie, des couleurs, un choix, on range des lettres dans un sens, des dessins, on vient gommer à certains endroits et on met une partie de soi.
On parle clairement d'art-thérapie quand on a besoin de s'exprimer. Et donc, il peut y avoir parfois des émotions bloquées, une colère, une fulgurance, qui va se retrouver forcément sur notre œuvre, sur notre création. Oui, écoute, ça me parle beaucoup. Mais oui, en effet, moi, de mettre tout en image... Tu parlais de mood board, c'est peut-être aussi une façon d'exprimer toi, comment je me sens là, de quoi j'ai besoin maintenant, de quel... Oui, ce serait peut-être intéressant aussi que je fasse des mood boards sur mes émotions personnelles. Oui, pourquoi pas. Mais oui, non, ça me parle beaucoup, évidemment. C'est vrai que ma vie ne se construit pas qu'autour, évidemment, de mon métier. Le studio prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie, évidemment. Mais quel bonheur. Mais c'est plutôt l'aspect autour du studio, donc ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie d'amie, tout ça, voilà, je dois encore apprendre à gérer tous ces aspects ensemble et qui s'harmonisent tous en même temps et que ça soit beaucoup plus harmonieux, quoi. Et pour tout ça, justement, les techniques comme le yoga, etc., je crois que ça me fait du bien. Ce que tu crées, est-ce que tu appelles ça des œuvres ou juste une expression? Comment tu les... Jamais. Et pourquoi? Parce que ça, c'est un point où je me sens pas du tout légitime d'appeler ça une œuvre. Parce qu'en fait, c'est comme si moi, je sais faire... Je ne vais pas dire que je sais faire que ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de faire de mieux. Et donc, du coup, c'est comme si tu demandais alors à un cuisinier, à un coiffeur... Tu sais, quand je vais chez le coiffeur, moi, j'ai l'impression oui, en effet, je trouve ça dingue, en fait, qu'il sache... couper des cheveux et que ça donne bien, etc. Mais lui, il n'appelle pas ça une œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la même chose, quoi, en fait. Donc, à ce moment-là, oui, à la fois, on pourrait tous faire des œuvres, en fait. Hein. Mais, ouais, non. Je fais des trucs, je fais des dessins, je fais des illus, je fais... Tu t'exprimes, quoi. Je m'exprime, voilà. Je m'exprime. Beaucoup mieux en image qu'ici, au micro, je crois. C'est un défi pour toi? Oui, quand même. C'est intéressant parce que justement, comme on l'évoquait un petit peu en amont, avant de brancher les micros, il y a quand même une différence entre s'exprimer par l'art, les dessins, ou le micro, la voix, l'image, pour ceux qui viendraient se montrer face caméra. C'est encore d'autres façons de s'exprimer. Ah, là, je suis en saut périlleux, là. Qu'est-ce que l'état de flow? Parce que là, tu n'as pas l'air d'y être au micro, mais tu l'es plus avec les crayons, avec les couleurs. Qu'est-ce que l'état de flow pour toi, Céline? Écoute, j'y réfléchis. En fait, me vient un peu un mantra qui vient de mon beau-père et qui me disait toujours avec beaucoup, beaucoup d'humour, de bienveillance, et un peu comme un petit papa. Il me disait toujours... Fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, en fait, ce qu'il voulait dire par là. On peut l'imaginer dans deux choses. Donc, c'est fais ce que tu veux, mais fais-le dans le bien, donc dans tes valeurs, dans ton respect, dans ce que tu crois être juste, dans ton mood, voilà. Et puis, c'est fais ce que tu veux, mais fais aussi le bien. Donc, sois généreuse, enfin, voilà. Et je crois que c'est ça, d'être en état de flow, en fait. C'est d'être là où on doit être, dans son mood, et de ne pas se restreindre dans ses valeurs, et de ne pas y couper, en fait. C'est très intéressant parce que, tu vois, moi, j'avais une troisième lecture. Le fais-le bien, c'est le côté perfectionniste, le côté fais-le comme on te l'a demandé, fais-le comme on doit le faire. Ça, c'est la première version de la lecture que j'en ai eue. J'étais plus jeune. Et maintenant, je suis à ces deuxième et troisième versions. Parce que, entre-temps, tu as développé tes valeurs. Ouais, probablement. Mais c'est super drôle, parce que c'est vrai que ça a été ma première lecture. Évidemment, et c'était peut-être la sienne au final, hein, mais moi, j'ai envie que ce soit mon mantra, donc ça l'est, voilà. Mais ça, c'était avant. Fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Tu sais, avant, j'étais beaucoup dans le combat, quoi, hein, dans le challenge... en marketing, quand on parle de cible, c'est très, très guerrier comme vocabulaire. Donc, et donc, du coup, oui, c'était fais ce que tu veux, mais fais-le bien, fais-le... Atteins la cible. Voilà. Atteins le centre. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, tu acceptes de déborder? De déborder, ou de prendre un autre chemin, ou de... Voilà, et puis je ne supporte pas appeler les gens, enfin, appeler son public sa cible. Ça, c'est...
c'est pas quelque chose qui me parle. Et c'est chouette parce que du coup, on en revient à ces études de base, là où on s'est rencontrés. Tout à fait. Marketing finalement, parce que c'était la publicité, l'art visuel, mais on n'était pas dans l'option graphisme pur. On avait ces options marketing qui étaient la patte de ces études-là, où on nous appelait à répondre à un brief, à parler à une cible avec un message marketing qu'on n'appelait pas un message comme une histoire. Toi, tu en as mis de la poésie, tu en as mis de la joie, tu en as mis du fun. Ah moi, après, ceux qui ont fait du marketing doivent bondir en m'entendant. En fait, ce qu'il y a, c'est que je le fais avec... En fait, je crois que c'est quand même du marketing in fine, mais avec mon mood, avec mes valeurs et avec les histoires qu'on a envie de raconter, etc. Avec moi, cet aspect de guerrier, etc. Ce qui ne veut pas dire que les clients que j'ai n'évoluent pas et n'ont pas des projets qui tiennent super bien la route. Oui, ils ont des stratégies aussi, ça n'empêche pas. Évidemment. Mais il y a moyen d'y mettre un peu plus de rondeur, un peu plus de douceur, de poésie, de good mood. Je ne suis plus dans la guerre, en fait. C'était avant ça. Alors, tu es dans la joie? Tu es de quoi? Je suis dans la joie et dans une forme de paix, on va dire. Donc, on peut faire le bien là-dedans aussi. Hein. Donc, voilà. C'est intéressant aussi de terminer sur une note positive. La publicité, on en parle quand même négativement. Tout ce qu'on voit, tout ce que ça peut opérer, de conditionnement, mais aussi d'appât. Et de ramener un petit peu c'est là où je parlais d'œuvre, en fait, et d'art. C'est plutôt, on peut parler d'art, alors, plutôt que d'œuvre, si ça... en tout cas, de beau. De soi, de beau, mais vraiment du beau, du cœur. Voilà, mais si ça vient du cœur, ce sera de toute façon beau, pas pour tout le monde, mais voilà, ce sera compris, en fait. C'est ça qu'il faut, en fait. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était super. À quel endroit est-ce que les auditeurs peuvent te trouver, tout ce que tu fais, ton travail? Alors, sur Insta, donc Studio La Folie, je crois que je suis... seule à porter ce nom. J'ai un site internet, donc www.studiolafolie.com, sur Facebook au même nom, sur LinkedIn. Et voilà, je m'arrête là parce que c'est déjà beaucoup de réseaux sociaux. Il faut les alimenter, les faire vivre. Ça prend du temps, mais c'est vraiment super. Et j'ai une super chouette communauté qui interagit beaucoup avec moi. Et voilà, c'est vraiment très, très chouette. On n'en a pas parlé, mais la folie, c'est vouloir mettre cette petite épice, cette petite grain de... Ah, la folie, c'est contrasté. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. La folie, je trouve que c'est beau et ça peut faire peur aussi. C'est un peu un truc... T'es un peu en funambule sur la folie, parce que tu peux passer d'un côté très positif, où finalement le mot folie, on l'utilise à tout bout de champ, quoi. C'était beau, c'est la folie. C'était bien, c'est la folie. Il y a des affaires à faire, c'est trop la folie. Voilà. Et justement, un grand coup de matraquage publicitaire, c'est un mot qui est très, très utilisé. Et puis, la folie, ça a un côté très borderline aussi, hein, très, très péjoratif. Elle est folle. Non, ma tante est folle. Elle est folle alliée. Et pourtant, c'est beau la folie, quoi. Comme dirait l'homme pâle. Voilà, c'est pour ça la folie. Merci, à bientôt Céline. Merci, à bientôt. Si vous avez suivi des études artistiques ou que vous êtes peut-être vous-même autodidacte dans une branche créative, je serais heureuse de lire comment cet épisode résonne pour vous et si vous avez toujours, parfois ou longtemps, cherché votre style, votre identité ou encore le sens de votre message. Est-ce que, comme moi, vous vous êtes parfois perdu en chemin ou plutôt comme Céline, votre style s'est imposé à vous? Est-ce que vous mettez de vous, de vos valeurs et de votre personnalité dans vos créations? Ou vous adaptez-vous avec facilité ou non aux tendances ou aux envies et valeurs de vos clients? Vos partages seront précieux. Vous pouvez m'écrire sur Instagram ou par email à contact@etatdeflow.com. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve dans l'ashram pour nos cours de Yin Yoga, de yoga du visage, les bains sonores,
cercle ou encore nos consultations florales. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.